Pour débuter ce voyage gastronomique dans l'arrière-pays varois, c'est à Villecroze que je fais escale, dans ces incroyables grottes. C'est vraiment étrange et assez mystérieux. On démarre notre découverte de l'arrière-pays varois, ici dans les grottes de Villecroze. Alors comme toutes les régions montagneuses, elle a été pendant longtemps enclavée, donc les traditions y sont encore très vivaces, les traditions gastronomiques, les traditions artisanales. On est ici pour vous situer aux portes des gorges du Verdon. Alors on ira de grotte en gorge, de village médiéval en restanque oublié, en jardin secret. On va égrener quelques fiertés locales, l'adobe de sanglier, la soupe au pistou, moi ça me fait envie. Les figues confites aussi, une spécialité pas forcément très connue en dehors d'un tout petit périmètre. Et j'espère que vous allez avoir envie de les refaire chez vous, de les savourer avec nous. Tout ça, bien sûr, sera arrosé par le vin local, puisque c'est la pierre angulaire du repas provençal. Et tout ça avec le soleil, avec le sourire et avec le chant des cigales. Mais avant cela, petit détour par les grottes qui ont commencé à se constituer il y a 700 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. La roche ainsi formée résulte de la fossilisation des végétaux et devenait ainsi un habitat potentiel. Justement, les premiers propriétaires au Xe siècle sont des moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Et ils utilisaient les lieux comme refuge en cas d'invasion. Aujourd'hui, les seuls habitants à l'abri de la lumière et des regards restent les chauves-souris. C'est impressionnant ici. Wow. Des stalactites partout. Nous, on va se rendre dans un magnifique domaine viticole, 300 hectares au cœur du Haut-Var, le château Thury, qui procède donc à ses vendanges. Et on va rencontrer le propriétaire, Jean-Louis Croquet, qui est un amoureux de sa région, bien qu'il n'y soit pas né, et qui va nous expliquer exactement comment on fabrique ici, en particulier, les rouges, les rosés et les blancs, puisqu'il va sur tous les terrains, avec des cépages principalement locaux, mais pas que. Et j'espère que l'année 2017 sera une bonne année, un bon millésime. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Les vendanges battent leur plein, avec une troupe d'irréductibles varois, fidèles au domaine depuis de longues années. Jean-Louis prête main forte en attendant mon arrivée, si Micheline tient le coup, sur ces chemins hautement chaotiques. Nous referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Julie, j'ai les mains qui collent avec le sucre. Bah, j'espère bien. Je peux vous embrasser? C'est bon signe. Bien sûr, avec plaisir. Regardez ça. Alors c'est beau ça. Ça c'est du cinsault. Du cinsault. Alors vous faites quel vin avec ça? Cinsault, on va faire le Gros de Provence, c'est Grenache Cinsault. L'assemblage, parce que la Provence est un pays d'assemblage. C'est-à-dire, pour être AOC ou AOP, puisque maintenant on a changé les règles, il faut avoir au moins 3 cépages, dont 2 cépages typiquement provençaux. Et là, on assemblage, ce qui est le cas. Bien sûr, on a 14 cépages ici. Ah oui. Et alors, vous avez planté les vignes ou elles étaient là auparavant? Elles étaient là depuis les Romains. Ah bon? Pour certaines d'entre elles, enfin plus pour certaines d'entre elles parce qu'elles sont mortes depuis. Oui, j'imagine. Mais en fait, ici, c'est une fondation romaine. D'ailleurs, le nom Thury veut dire la protection et la sauvegarde, dans une vieille lettre de Cicéron. Ensuite, au XIIe siècle, il y a eu les Templiers qui sont venus prendre la place. C'était une commanderie templière. Et puis, depuis 20 ans, c'est moi. Eh ben, dis donc, sacré défi, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est passionnant ici, je suis au paradis. Donc, vendange à la main, Jean-Louis, alors, ça c'est un parti pris alors, aussi? Moi, je suis, oui, parti pris traditionnel, parce que c'est vrai qu'il y a des belles machines à vendanger qui permettent de vendanger la nuit. En fait, le vendange en machine, ça coûte 4-5 fois moins cher. Ça fait plutôt un bon travail parfois, mais pas toujours. À la main, le travail est toujours parfait. C'est-à-dire que chaque vendangeur ou vendangeuse voit la grappe, la coupe. Là, si elle n'est pas bonne, la laisse tomber. Si elle est bonne, la met dans le panier. Une présélection. Et surtout, nos raisins arrivent entiers comme ça à la table de tri. Autant on est traditionnel dans les vignes, tout à la main, avec tous les habitants des villages, avec un banquet à la fin. Aux gens ça donne du boulot aux gens. Et après, par contre, là, on va devenir
très mécanique et très technique avec les chais. Donc là, on est chez les Romains et maintenant on Là, passe on est au chez les 22e Romains, siècle. Et maintenant, on passe au vin du 22e siècle. Ah, vous, Voilà. vous savez faire Voilà. un grand écart, vous, hein? Oui, mais 2e siècle mécanique. Ah, vous allez me raconter ça. Bon, est-ce que vous allez accepter de monter dans ma vieille Micheline? C'est comme le nom de ma tante et ma marraine, Micheline. Ça, voilà. Alors ça avance aussi vite qu'une Micheline, hein, je vous préviens. Ok. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre tante et votre marraine, Alors, mais allons- la mienne, allons- elle est dans tranquille. l'autorail. Ah oui, ça c'est un must. Allez, on va la faire démarrer. Voilà. Allez, hop là. Magnifique. N'est-ce pas? C'est un métier. Oh là, oh là, oh, 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 oh. Oh là là. Et là, c'est plus les 24 heures du Mans, là. C'est Paris-Dakar. Hein. Direction la machine à tri, première étape avant le long travail de vinification. Donc ces grains maintenant vont tomber dans une machine qui va accrocher cette rafle et qui va peigner les raisins. D'accord, tout simplement. Donc le raisin va être sur des grains. Ça va pas l'abîmer. Non. Et les raisins sont foulés par cette machine ronde qui va ouvrir le raisin pour accélérer sa vinification. Maintenant, les grains entiers vont descendre dans des cuves juste en dessous, à 14 mètres plus bas. On le voit là, ici, c'est ça? Voilà, là il y a du jus qui tombe et les grains tombent au milieu. D'accord. Et maintenant, on va aller voir comment Comment on les travaille? Comment on va les travailler. Et bon, après la vinification, ils vont se retrouver dans des cuves de stockage, puis ensuite dans des cuves d'élevage. Et après, quand ce sera fini, on va faire l'assemblage. Ouais. Par exemple, ici, ces barriques qui sont là sur votre gauche, ça, c'est les barriques de rosé. On a Rosé. rempli ces barriques il y a 2 jours. Et donc, le vin est en plein travail. Ça se fait D'ailleurs, il souvent sent- d'élever un rosé en barrique? Non, ça, c'est nous. Et ce sont des barriques neuves, donc j'imagine qu'elles Barriques communiquent neuves. un vrai goût de bois pour le coup. Oui, pendant 7-8 C'est mois. c'est volontaire. C'est volontaire. Alors, ils vont être bâtonnés, c'est-à-dire mélanger les lits avec le jus pour que le vin, justement, prenne le maximum d'arômes et le maximum de goût. D'où la raison pour laquelle ce rosé est un petit peu plus coloré que les autres rosés. Voilà, je vous emmène par là. Attention, ça peut glisser un petit peu. Ouais. Alors, les vins rouges, surtout, et uniquement rouges, vont maintenant vieillir tranquillement dans ces barriques. Combien de temps? Un an. Alors, dans ces barriques, par exemple, et ce qui m'obsède, c'est quand on a les odeurs du vin qui se situent dans une de ces barriques, c'est vraiment tellement miraculeux. Il est à l'état de vin complètement, on sent encore le fruit, c'est le fou, bois, hein. la barrique. Il y a un côté Et on a- fumé même presque un peu, c'est le bois Oui, probablement. c'est le bois. Et il n'y a pas du tout d'alcool au nez. On n'a pas Non, le non, côté bah ça alcooleux qu'on peut avoir. c'est ça la puissance aromatique des vins ici supprime complètement le côté alcooleux. Et après ça, le vin va subir l'assemblage parce qu'après toutes les barriques vont être transformées en petites bouteilles. D'accord. Une fois qu'il est mis en bouteille, il va vieillir ici puisque tous nos rouges sont commercialisés après 4 ans. Bon, Jean-Louis, alors c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce que je le goûte ce vin? Alors on peut goûter les vins comme on fait habituellement, les vins les uns après les autres, mais c'est tellement mieux quand on a un dîner avec un tas de choses. Donc Ah, moi ça je ne vous fait pas dire. invite à dîner, à c'est déjeuner, ce que gentil. vous voulez, quand vous voulez. Eh ben, alors je vous prends au mot, mais attention, je ne viens pas seule. On est une dizaine quand même. Hein. Pas de problème. Non, 10, ça va. J'ai beaucoup de copains dans la région qui en plus, je crois, sont en partie les vôtres parce que j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Eh bien, j'invite vos copains. Ah bah, c'est Sans vachement problème. sympa. En attendant, il est temps de reprendre le volant pour aller composer le début de ce festin que Jean-Louis nous propose de co-organiser. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. Nous voilà partis pour Salerne. Jackie, elle est femme de chasseur. Et pour elle, la daube, c'est au sanglier. Alors là aussi, il y a des familles, comme pour toutes les recettes traditionnelles. Bœuf ou sanglier, rissolé ou pas, lardon ou pas, orange ou pas. Jackie va trancher. C'est parti. C'est le week-end, fini la semaine. Allons à la campagne pour nous refaire une santé. Rien de tel que la campagne. Allons à la campagne et oublions Paris. Cherchons à la Bonjour Jackie. Bonjour Julie. Oh là là, dites-moi, vous n'avez pas l'air malheureux là quand même. Hein? Non, Je vous embrasse. Et on est bien avec une belle vue. Ben oui, je vous apporte un vin que vous connaissez. Oui. Un vin local, un bon vin qui va nous servir pour cuisiner notre daube.
Oui, mais je connais bien. Vous connaissez bien Château sûr. Tuile, Alors, il oui. paraît qu'il est particulièrement approprié à la cuisson, et notamment à la cuisson du sanglier, puisque c'est une daube de sanglier. Oui. Donc, vous avez une sacrée jolie maison, un Oui. emplacement Puis là, incroyable. c'est surtout la vue. Oui, sur le La vue, les village. ruines du château. D'accord. Et cette maison, c'est une maison de famille? Oui, c'était la maison de nos beaux-parents, de mes parents de mon mari, de René, qui fait la sieste. Donc, On va faire la daube tranquille. tranquillement. Et voilà, Julie, mon coin de Magnifique. Une cuisine. vraie cuisine provençale. Voilà. Superbe. Où on va préparer notre daube de sanglier. Le meilleur pour faire la daube de sanglier, c'est l'épaule et l'échine. D'accord, donc Voilà. un morceau un peu gras. Un morceau un peu gras. Alors, est-ce que ces morceaux de viande, on va les rissoler d'abord ou pas? Alors d'abord, il faut faire une marinade. Là, D'accord. on coupe les morceaux, on les met dans une marinade. Combien Oui. de temps la marinade? 2 jours. 2 jours. 2 jours. D'accord. Maintenant, si on est un peu plus pressé, on peut faire 1 jour. Et si on est vraiment pressé, on peut ne pas faire de marinade. Alors là, Mon honneur est en jeu. Voilà, je crois que j'ai compris. Ah ouais, dis et on donc, bloque c'est- une deuxième fois par là. Et on bloque une deuxième fois par là. Ah, on remonte et on bloque là. Ah oui, c'est vraiment un ustensile de pro. Moi, j'ai C'est le seul, de que paresseux, hein. j'arrive qui marche bien. Alors, on va Que dois-je éplucher faire les oignons. Les oignons, les 3. Non, Ah. on va en mettre 1 et demi. Mais le rouge, Moi, je mets du rouge parce que ça colore un petit ça peu. colore et oui, fait- ça densifie un peu la couleur. Ça fait encore un Et peu vous plus voulez de que couleur. je vous coupe ça comment, dites-moi? En lamelles. D'accord. Ça vous va comme ça? Parfait. Et pour parfumer cette marinade, nous ajoutons des carottes coupées en rondelles, un bouquet garni, de l'ail et des grains de poivre. Pour qu'une daube soit réussie, elle doit être parfaitement relevée. Nous, on aime là, je mets un petit peu de pinon. Ah tiens, ça, c'est pas traditionnel. Non, Si tant mais- est qu'il y a une tradition unique. Oui, ça, c'est un peu comme la soupe aux pistes. Ah oui, chacun sa recette. Chacun fait à sa manière. Et on va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Ah bah ça non plus, c'est pas classique. Oui, oui, oui. Et on met le vin. Je mets la bouteille entière? Non, voilà. C'est bon parce qu'après, il en faut pour les cuissons. D'accord. Nous abandonnons cette préparation au frais et récupérons une marinade réalisée 2 jours à l'avance par Jackie, que nous égouttons. Du côté de la cocotte, nous faisons revenir dans l'huile d'olive de l'oignon et du lard coupé en dés. Le même sort est réservé à la poitrine salée. Et enfin, nous ajoutons de larges lamelles de couenne. Voilà. Là, On fait vous va fondre laisser- sur feu doux Voilà, pas trop la fort. couenne, le lard. Faut pas que l'oignon les rôtisse. sols. Voilà, sinon, Faut juste qu'ils fondent. voilà, qu'il soit blond. On est d'accord que c'est une cuisson très lente et longue. Oui. Ah, on est d'accord. 4-5 heures suivant C'est la... ça, voilà, suivant la viande et le morceau. Alors là, je mets les morceaux à rissoler. Oui. Je croyais que dans la daube provençale, on mettait du zeste d'orange. C'est le cas chez vous aussi? D'accord. Ah, oui. Et est-ce que vous voulez que je prélève le zeste d'une orange? Ah non, c'est du zeste sec qui fait ça. Bon, bah. On va flamber. On va flamber. Moi, je flambe avec un peu de cognac. Un peu de cognac, ça peut pas nuire. Un peu plus? Voilà, c'est bon. Un petit 10 centilitres. Après, si on met un peu plus, c'est pas grave. Et maintenant, je mets le vin ou? Oui, je vais réactiver. Oui, Le vin mais d'habitude, je le fais un peu tiédir, le vin, mais c'est pas grave. Rajoute le Et reste de on la bouteille? rajoute la bouteille. Alors, pas la bouteille entière. Hein. Non, d'accord, vous allez me dire. À hauteur? Ouais, moi, non, pas tout Stop. à fait. Voilà. Nous ajoutons du sel et du poivre, une grosse cuillerée à café de concentré de tomate, quelques chanterelles, rapidement réhydratées, puis la fameuse écorce d'orange séchée, avant d'abandonner notre cocotte pendant 3 à 4 heures sur le feu, à couvert et à petit frémissement. Pour la daube provençale au sanglier façon Jackie, mettez la main sur 1,5 kg de sanglier, de l'échine et de l'épaule, avis aux amis chasseurs, une bouteille de vin rouge de la Syrah idéalement, 10 centilitres de cognac, un bouquet garni, 2 oignons, 3 carottes, une gousse d'ail, une cuillerée à café de concentré de tomate, du lard et du petit salé en dés, de la couenne, quelques chanterelles, du sel, du poivre et du piment, de l'écorce d'orange séchée et 3 carrés de chocolat noir ajoutés en toute fin de cuisson.
Et voilà, il me tarde de déguster cette daube et le dormeur de la maison, par l'odeur alléchée, pointe le bout de son nez pour se joindre à notre repas. Oh là là. Et mon mari. Bonjour. Bonjour, bonjour. René, je te présente Julie. Magnifique. Alors, je vous sers de vin, puisque Ah, ben oui. cuisine au vin appelle le vin. Merci. Bon, On mais est écoute, très j'espère content de que le goûter. Ça va te plaire. Mais oui, je suis sûre. En tout cas, maintenant, j'en connais tous les secrets, là. La daube a un goût incroyable. Elle est très puissante en goût, parce que tu l'as beaucoup aromatisée, que ce soit l'orange, le poivre, le lard. Et alors, je trouve que l'ajout des champignons, là, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une très, très bonne idée. Ça donne bon goût. Alors, René, c'est ce que vous pensez de la daube, parce que vous dégustez. Voici le quand même. proverbe. Toute brebis qui bêle perd une bouchée. Ah ben voilà, je comprends. Bah, je vais me la fermer, donc. Ta daube, on est d'accord, il en reste un peu quand même. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous l'apporter au Château Thuery Oui. pour faire honneur, justement, et leur prouver qu'on a réussi à faire une bonne daube avec leur vin, pour fait. notre banquet auquel vous êtes cordialement invités, si bon, vous êtes c'est partant. parfait. Ouais. Ah ben génial. I look low, I'm looking everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. Bon, maintenant, il nous faut trouver la vaisselle de notre pique-nique. Et ça tombe bien, parce que la petite ville de Salerne est connue pour ses céramiques depuis plusieurs milliers d'années. C'est même la cité potière la plus ancienne d'Europe occidentale. Et on continue d'y fabriquer toutes sortes de poteries. Nous, on va rendre visite à Christian et Sébastien, potiers de père en fils à Salerne, qui évidemment utilisent des argiles locales comme on l'a toujours fait. Je suis né dans une poterie, l'entreprise de mes parents. C'est la passion de mon père et il me l'a transmise naturellement. Déjà, dès mon enfance, j'étais dans l'atelier à toucher l'argile. Peut-être j'avais déjà 5 ans que je mettais un petit peu les mains dans la terre. Au début, le centrage, c'est difficile, donc mon père, il m'aidait pour les premiers gestes. Mais les premières sensations sont agréables et on s'amuse avec l'argile d'ici comme avec de la pâte à modeler, finalement. Mais c'est à l'âge de 19 ans que je me suis rendu compte qu'il y avait un beau métier à apprendre à la maison. On finit avec un coup d'éponge et là on fait le travail du petit bec. Ça se fait directement. Il faut que ce soit bien rond quand même. Là on appelle ça un brut de tournage, donc c'est un objet qui n'est pas encore tout à fait fini. C'est ce qu'on appelle le tian, c'est une forme traditionnelle provençale. Ça peut s'appeler la jatte aussi en fonction des régions. Ça servait à faire cailler le lait à l'origine. Les familles n'avaient pas beaucoup d'ustensiles, donc ça servait aussi un petit peu à tout. Il y a 12 phases de travail, hein, parce qu'il y a d'abord la préparation de la terre, ensuite le tournage proprement dit, il y a le travail de retouche, de tournasage, mais il y a aussi l'ençage, l'engobage, ce que je suis en train de faire là maintenant. Ensuite, les pièces sont signées. Quand elles sont complètement sèches, elles sont enfournées une première fois pour cuire la terre. Ensuite, les pièces vont être décorées ou émaillées et recuites une seconde fois. Donc, comme je vous dis, ça, on les prend en main au moins une douzaine de fois. Un long processus de fabrication dont l'avancée dépend aussi des conditions climatiques, l'argile devant sécher à l'air libre avant toute cuisson et décoration. Une tâche que Marilyn exécute de main de maître. Je vous laisse regarder. Et du côté de la boutique, qui recense toutes les créations de la maison, là aussi, c'est en famille que cela se passe avec Suzy, la maman de Sébastien. Moi, je suis arrivée ici en 75, donc il y a 42 ans, pendant des vacances. Et je suis tombée amoureuse d'un potier et de la Provence. Et je ne suis pas repartie. Et pour moi, il y a absolument un avenir dans l'artisanat, un patrimoine, un savoir-faire et une transmission. Voilà, la transmission est très importante pour moi.
Maintenant, on passe à un autre plat mythologique de la cuisine provençale, la soupe au pistou. Bon, ça, c'est avec l'accent du Nord. Hein. Je laisse Béatrice nous le prononcer à la provençale. Béatrice, elle s'y connaît puisqu'elle a même créé une association de sauvegarde des traditions culinaires provençales. Et donc, elle m'a demandé d'aller acheter quelques tomates. Et avec cela et beaucoup d'autres légumes, elle va nous préparer la véritable soupe au pistou provençale. J'ai hâte de connaître parce que, pour être très honnête, eh ben, je ne l'ai jamais cuisinée. Ah, ça s'improvise pas, hein. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin. Mais avant de filer en cuisine, cap sur l'Orgue, adorable bourgade située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Draguignan, où débute cette deuxième journée de voyage provençal, au cœur de son marché, qui réunit tout ce que le Sud peut offrir de saveurs et de senteurs ensoleillées. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Et c'est ici que Béatrice, que je ne vais pas tarder à rejoindre, fait ses emplettes chez son petit producteur Stéphane, installé en agriculture biologique. Ou bien quelques œillets. Eh bien, le bonjour. Salut Béatrice. Ça va Stéphane? Ça va, merci. Alors, il me faudrait... Ah ben voilà, t'as des haricots magnifiques. Oui, oui. Il y a du coco rouge aussi, tu as vu, il reste un petit peu là, tu les veux? Alors, du coco rouge, oui, tu me mets ce qui reste aussi. Je m'inquiète, je vois pas ton basilic là. Mais oui, je vais te le donner le basilic. Il m'en reste un peu là. Ah, voilà. Donc là, il m'en faut la valeur de 3 bouquets, fais voir. Il est encore super parfumé. Tu mets là-dedans. Allez hop, voilà. Ça sent bon et non, ça c'est bon là. Voilà. On a tout. À toi de travailler. Allez, à moi de bosser maintenant. Bonne fin de marché. Merci à toi aussi. Tout le monde. Et bonne soupe. Salut merci. Béatrice. À mon tour de remplir mon panier, Béatrice m'a missionnée pour aller chercher des tomates auprès d'un jeune couple de maraîchers bio installés du côté de Villecroze. Hugo et Caroline, ils tiennent un petit stand de vente sur le bord de la route, aux abords de leur exploitation. Je ne devrais pas tarder à les trouver. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Je viens vous voir pour vous acheter des tomates. C'est Béatrice qui m'envoie. Oui. Bah, vous tombez bien. Bah voilà, j'ai compris que c'était un peu votre spécialité. Et je crois que vous êtes tout fraîchement maraîcher, c'est ça? C'est une activité très récente. Ça fait 9 mois. Ah oui. Que je suis Bébé. installée. Oui, la grossesse. Et pour accoucher de tous ces produits. Et voilà, je fais vous ça. êtes déjà varié, hein? Et alors la tomate, c'est un de vos produits fétiches? Là, on a une dizaine de variétés. Alors là, vous avez cœur de bœuf ananas, avec la tomate aussi ananas dessous. Et là, après, vous avez un mélange de tomates cerises avec de la black cherry et de la cerise miel du Mexique. D'accord. Là, vous avez de la liguria, de la noire de Crimée. Et là, il y a les cœurs de bœuf rose. Donc là, c'est vraiment de la tomate qui a été ramassée à maturité et on a vraiment... Et je remarque que vous la posez pédoncule vers le bas pour mieux les conserver, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que c'est des tomates qui sont fragiles, c'est pas les tomates de supermarché sont toujours un peu... qui se conservent moins longtemps. Voilà. Et puis en général, évidemment, elles mûrissent plus tard ici, donc elles sont plus solides, c'est ça? Elles sont plus résistantes. Alors, donc, nous, on va préparer une soupe au pistou. Au pis. D'accord. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a deux tomates que je peux vous proposer. Il y a celle-là qui est vraiment la marmande, la marmande du sud. D'accord. Et après, il y a aussi une Saint-Pierre qui est une grosse tomate. On va goûter les deux. Voilà, on fait un peu des deux, un kilo de chaque. Voilà, allez. Et vous faites la soupe au pistou, vous? Non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des touristes? Vous avez raison. On fait que la manger chez les grands-mères. Ah, c'est ça, c'est vraiment une recette des anciens, quoi. C'est ça, ouais. Ah, mais vous l'appréciez? Oui, voilà, on fait que la manger. Allez, je vous offre une petite salade pour l'occasion. Oh, c'est sympa, cadeau de la maison. Eh ben alors, pour l'occasion, je vous paye aussi, c'est Merci. Et puis, si vous êtes disponible un petit peu plus tard dans la journée pour venir goûter la fameuse soupe au pistou avec vos tomates, rendez-vous au Château Tuerie. On va faire un petit pique-nique dans les vignes et il y aura d'autres spécialités provençales. Avec plaisir. Bienvenue. Avec grand plaisir. C'est sympa. Ouais. Merci. Alors, à plus tard. À tout à l'heure. Salut. Au plaisir. Au revoir. Et c'est reparti en route Micheline pour aller rejoindre Béatrice qui m'a prévenu. Il va falloir du temps et de la patience pour préparer notre soupe au pistou.
Ah, coucou Julie. Bonjour. Bonjour, quelle belle terrasse. C'est magique ici. C'est la campagne ici. Ah ouais. C'est tout simple. C'est la simple. Provence. C'est ma chérie. Comment tu t'appelles? Eva. Eva. Alors moi, je vous ai rapporté ce que tu m'avais demandé, Béatrice, Ah, des tomates. super. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, pour nous aider, tu vas aider Eva à finir d'écosser les cocos. Oui. Voilà. Mais dis donc, on a déjà fait beaucoup. Faut Oui, continuer. oui. Ben, Je fais les blancs alors. On fait les blancs et les rouges. Voilà. Il y a plusieurs écoles parce que tu en as qui font le pistou de différentes manières. Ouais. Les puristes ne mettent que de l'huile d'olive. C'est le pistou à la provençale. Du moulin, voilà, de l'ail et du basilic. Et il y en a qui mettent de la tomate, d'autres qui mettent du parmesan. Mais chez nous, dans la recette de famille, on a des saucisses et du petit salé. Alors, j'ai appris ça, C'est mais une pour soupe moi, de la paysan, soupe au si tu pistou, veux, c'était complète. vraiment une soupe végétarienne. Pas du tout. Ici, pareil, tu as toutes sortes d'écoles. Bon, moi, j'ai fini mes petits haricots. Parfait. Presque. On continue en effeuillant l'ingrédient phare de la recette, le basilic. Tu détaches les feuilles de la tige, tu vois. Alors, l'idéal, c'est même de ne pas prendre la petite tige qui est là. Avec ton doigt ou ton ongle, tu sépares, tu vois, la feuille de cette petite tige. Je te laisse faire, puis moi, je continue. Je vais te donner une petite planche à découper. Et si tu veux bien, ouais. on va faire les poireaux. Après le poireau, Béatrice me charge de découper les oignons et autant avouer que nous ne sommes pas trop de trois pour préparer notre myriade de légumes. Eva, de son côté, épluche les pommes de terre. Ouais. Très bien, tu auras ton diplôme à la fin de diplôme l'été. de cuisine paysanne. De la soupe au pistou. de la Attends, soupe au piste. non, pour les autres recettes, faut revenir. Même combat pour les carottes. Et elle est très Même inspirée grande. du minestrone, justement, cette soupe. En quoi elle est différente alors? C'est ce pistou qui est différent? C'est le pistou qui est différent. Parce qu'après, dans la base des légumes, bon, dans le minestrone, par exemple, tu as des navets. Alors Le que là, minestrone, tu c'est n'en as une pas. soupe italienne. Absolument. Les courgettes? Alors, les courgettes, hop, la poitrine d'abord. Parce que si on doit démarrer la soupe, on va commencer par démarrer la soupe et continuer à couper après. Que dois-je faire de cette Alors, viande? cette bête, tu vas la couper en morceaux. Voilà, je fais ça. Donc là, c'est un lard salé, quoi, tout simplement. Voilà, c'est du lard, Enfin, c'est de la poitrine salée. Voilà. Mais pas trop salé. Tu fais une petite tranche comme ça. Là-dedans, tu me fais deux morceaux. Et ensuite, hop, tu me recoupes ça encore. En fait, c'est une soupe de petits dés. C'est ça. À peu près. C'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est pas très compliqué, mais c'est un travail. C'est un travail minutieux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, tu vas piquer les saucisses, juste 2-3 petits coups. Hop. Ah, d'accord, les piquer. Là, on épluche les tomates. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont bien mûres et du coup, elles peuvent s'éplucher à main levée. Et je prends des tomates avec une variété à peu de pépins et beaucoup de chair. Un gros calibre de préférence pour ne pas passer 4 heures à éplucher. Oui, bien sûr. Maintenant qu'on a tout découpé, nous sommes prêtes pour cuire. Oh, c'est joli, dis donc. Tu vois? Ça fait envie, c'est très appétissant tout ça. Alors, mais j'espère que ça va être bon surtout. Oh, et puis tu as une vieille gamme. Alors, pour la petite histoire, je suis très cuivre. C'est un cadeau que m'a fait un copain parisien. C'est la série du restaurant de la Tour Eiffel. C'est une vraie casserole de la Tour Eiffel. Il avait des trucs comme ça et j'étais en extase. Il m'en a offert une. Mon ferronnier de mari, il m'a fabriqué le couvercle qui va avec. Ah, ben il n'y avait pas de couvercle au départ. Pas du Ah, tout. c'est Donc, chouette, ça. tu vois, il m'a fait Magnifique. le petit couvercle. Dis donc, et martelé et tout. Hein. Voilà. Il y en a, ils offrent des fleurs. Moi, j'ai des couvercles. Ah ben moi, je prends. Hein. Je suis comme toi. Hein. C'est Je suis sympa, plus couverte. ça. Alors, on commence par quoi? Ma petite Julie, nous allons commencer par mettre de la bonne huile d'olive. Voilà. Donc, un petit coup de pinceau. Parce que comme c'est une vieille mamie, il faut quand même bien l'entretenir. Tu m'envoies les oignons. Quel est le but alors là? Alors, il faut, le but, faut tu pas me les fais faire les grossir. oignons. Il faut les faire fondre. Voilà, il faut les faire fondre. Attention à ta tête, ici, Oui, c'est moi pas- je suis toute petite. C'est la cuisine de poupée. Une fois que les oignons ont quelque peu sué, nous intégrons la poitrine tout en remuant, puis arrive le tour des saucisses. Mais en fait, c'est tu jettes. À la rustique ici, tu sais. Hop là. Donc là, je les laisse un petit peu blanchir en fait. Et nous ajoutons maintenant de l'eau froide. Il faut largement mouiller. Très souvent, tu sais, tu donnes des proportions. Bien et en sûr. final, suivant ta gamelle, tu vois à l'œil. Et nous lançons la cuisson d'une première salve de légumes, haricots coco, carottes, poireaux et céleri que nous abandonnons pendant 45 minutes à petit feu. Là, jusque-là, on est Je bon. profite de leur temps de cuisson pour aller prendre tout cela en note dans mon carnet. Pour préparer une soupe au pistou comme Béatrice pour environ 10 gros mangeurs, prévoyez quelques heures. Et 1 kg de haricots coco tigrés, 500 g de haricots coco blancs, 1,5 kg d'oignons, 4 carottes, un poireau, un cœur de céleri branche, 800 g de poitrine salée, 10 saucisses,
Au bout de 20 minutes, ajoutez 1,5 kg de haricots verts. Puis après 10 minutes de cuisson des haricots verts, ajoutez autant de courgettes, 4 pommes de terre, 1 kg de tomates. Et enfin pour le pistou, 2 têtes d'ail, 3 bouquets de basilic, 1 litre d'huile d'olive, puis environ 70 g de coquillettes que nous avons ajoutées sur la fin de la cuisson. Et on laisse à nouveau cuire 10 à 15 minutes à couvert pour obtenir une soupe assez compacte, juste avant d'ajouter notre basilic. Donc tu mets ton pistou, ton basilic en dessous, ton ail dessus, et ensuite je mouille. Alors les fameux, je l'ai passé au pressail, parce que si tu le passes pas au pressail, il va pas être équilibré au niveau du hachage. Surtout dans un grand hachoir comme ça. Surtout dans un hachoir comme ça. D'accord. Donc là je mets un peu de cette huile d'olive. Alors là tu vois on va un peu au pif, voilà. Ouais. Hein? Tu sales ou pas? Pas du tout. D'accord. Vas-y. Julie, je mets un petit peu de sel dans la soupe pendant que tu mixes. C'est pas mal là peut-être, non? Je pense que c'est très bien. Ah, ça me va bien. Voilà. Alors évidemment le basilic, on le cuit pas, hein. Faut juste il le infuse. chauffer, quoi. Il va faire quelques tours. Tu vois? Je mets tu tout. tu mets tout. Je mets tout. Voilà. Je suis conquise d'avance. Ça sent je suis très bon. vendue à ta cause. 2-3 minutes et on verse dans la soupière. Et 2-3 minutes, on met dans la soupière. Là. On prépare un peu de gruyère et de parmesan pour ceux qui veulent. Ah si, tu vas mettre du gruyère dans la soupe au pistou. Tu ne le mets pas. Moi, je veux bien être ouverte d'esprit, mais déjà la saucisse. Eh bien, dans la soupe au pistou ici, ils font un bol de gruyère, un bol de parmesan. Ça a l'air divin. Voilà. Bah écoute, voilà, maintenant je me sens plus à l'aise avec la soupe au pistou, qui était un peu un mythe inatteignable pour moi. Je vais pouvoir le faire à la maison. Voilà. Oh, mais on va être bien ici. À la dégustation. Alors, tiens ma puce, je te sers. Allez, on sert Eva. On va servir Eva. Allez, on attaque. Oh là là, est-ce que c'est bon, hein, ma chérie? Parce qu'elle est aussi bonne que d'habitude. Alors, tu vois, franchement, pour les enfants, effectivement, je pense que ça passe beaucoup mieux quand tu as la saucisse et le petit salé. Oui, parce que ça donne un petit sinon, goût, ça fait que légumes. Mais bien sûr, mais je me régale. Bravo, ma chérie. Hein. T'as assuré. Alors, Julie, est-ce que tu vas pouvoir réitérer ça chez toi? Ah ben, je sais, ça dépend de toi, ça dépend du diplôme, si tu veux. Moi, je ne sais pas encore si j'ai mon CAP pistou. Hein. Tu vas l'avoir, ce diplôme, tu vas l'avoir. Béatrice, est-ce que tu serais d'accord pour venir au Château Tuileries, que tu connais bien, tout le monde connaît dans la région, pour faire partager ta soupe au pistou? Bah, avec grand plaisir. Et les filles, vous m'avez fait un beau cadeau. Merci mille fois. Je te fais un bisou, ne te lève pas. Merci Béatrice, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, tu pourras tutoyer les cigales, comme ils disent. Oh, j'aime bien, j'adore ça. Bah, tu sais que, cela dit, je te quitte pas longtemps. Hein. On se retrouve. Oui, on se retrouve. T'oublies pas le rendez-vous. Bon retour, je n'oublie pas. Salut mesdames, à bientôt. Au revoir. Et nous voilà à Villecroze. Et toujours les platanes. Moi, rien que de voir des platanes, déjà, ça me met en joie. On dirait le sud. Allez, Micheline, tu peux le faire. Si, Micheline. Oh, Micheline, ne fais pas ça, stop. On passe discret. C'est ça qui est bien. Vous n'êtes pas sans l'avoir noté, on n'a pas de dessert. Mais pour y remédier, on va se rendre chez Nathalie, qui, accompagnée de sa maman Monique, va nous faire un confit de figon. Mais qu'est-ce que c'est que le confit de figon? C'est très local. Il s'agit d'une figue blanche de Salerne, plus précisément, que l'on a pour habitude ici de confire dans un sirop. Mais c'est une tradition qui se perd et Nathalie a créé une association destinée à préserver la culture et la transformation de ces fameux figons. Et en plus, Monique va nous cuisiner un clafoutis de figon. Tout ça est parfait. Mais avant cela, direction les vergers de Roger, un ami de Nathalie, aujourd'hui retraité, mais qui possède toujours une petite exploitation agricole où chaque jour, en saison, la cueillette est effectuée à la main pour récupérer ce précieux fruit chargé de soleil. C'est une figue qui est destinée à la confiserie et qui a connu des heures de gloire dans les années 50 et puis qui petit à petit est tombée en désuétude, malgré le fait qu'il y a encore des artisans qui la recherchent activement. Cette variété, en fait, une chair très sucrée naturellement et une peau qui est à la fois ferme et en même temps fine, ce qui lui permet de rester entière
à la cuisson. Alors Roger, on se connaît depuis très longtemps, puisque Roger connaissait mes grands-parents. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai commencé depuis l'âge de 14 ans. Il y avait la moisson qui était fin juin, début juillet. Ensuite, vous aviez les figues au mois d'août et les vendanges au mois de septembre et les olives à partir du fin novembre. Voilà, c'était étalé comme ça. Mais les figuiers, ça faisait un argent frais, comme on appelait. Puisqu'on ramassait les figues, une semaine après, vous aviez l'argent. Elle est très fragile. Ce que je ramasse maintenant, demain soir, pour faire les confits, c'est trop tard. Pas de temps à perdre alors si l'on veut confire de façon optimale ces fruits fraîchement cueillis. Filons rejoindre Monique, la maman de Nathalie, qui nous attend en cuisine. On va ébouillanter les figues. Bonjour, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Lucien. Alors les voilà, ces fameuses figues qui... Alors est-ce que dès maintenant on les appelle figons ou est-ce que ça s'appelle figon une fois confit? Alors les deux en fait. D'accord. Le figon, c'est la figue qui commence à mûrir. Elle vient juste de changer de couleur en fait. Elle est passée du vert assez foncé au jaune vert. On les consomme plus confits que frais? Elle est destinée à la transformation, cette figue, c'est sa particularité. Oui. Mais parce qu'on pourrait attendre qu'elle mûrisse totalement et les consommer comme des figues violettes. Tout à fait. Oui, mais est-ce que vous la consommez fraîche quand même? Bien sûr, oui, puisque voilà, on vit entouré de figuiers, donc bien sûr. Sous toutes ses formes. On la fait sécher, on peut la... Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, on commence par les confire, donc j'imagine du sucre, de l'eau. Alors, on va d'abord les blanchir, les ébouillanter. Très bien. Quelques secondes. Alors, pourquoi faut-il les ébouillanter? En fait, pour nettoyer un peu, les nettoyer. Et puis ensuite, ça va commencer à attendrir la peau, exactement, qui va permettre ensuite au sirop et au confisage d'être plus efficace. De pénétrer davantage. Voilà. On va les peser. Voilà, puisqu'on met en fait moitié de sucre, 500 grammes pour 1 kilo, donc on a 3 kilos, ça nous fait donc 1,5 kg. Voilà. Alors ensuite, vous avez carrément la bassine en cuivre. Ah oui. Magnifique, vous êtes une vraie confiturière. Oui. Et vous n'enlevez pas les petites queues? Alors justement, c'est ce qui est important, c'est de garder le pécou, puisqu'en fait, le pécou. Voilà, c'est ce qui va faire déjà qu'elle tient. Puisqu'elle est refermée. Elle va s'ouvrir et le sucre va pénétrer. Et le pécou va être aussi confit. D'accord. Et c'est ce qui fait un peu l'esthétique. D'accord, mais ça se consomme. Voilà. Eh bien, on garde le pécou. Le sucre est ajouté, ainsi que du sucre vanillé et l'équivalent d'un jus de citron. Moi, normalement, je prépare ça la veille. D'accord. Et le matin, donc, je donne une première cuisson. D'accord. Je laisse reposer avec le sucre toute la nuit. On est d'accord. Comme beaucoup de confitures d'ailleurs. Voilà, comme beaucoup de confitures. Pour que le mélange se fasse, que ça attendrisse les fruits. Voilà, exactement, exactement. Et pour démarrer ce confisage, on mélange délicatement, les fruits devant rester bien intacts et entiers. Donc on va attendre que le sucre fonde, que ça fasse le sirop, à peu près 25 minutes. D'accord. Après on les égoutte, on laisse le sirop dans la bassine, refroidir. Et le lendemain, donc, on fait chauffer le sirop, on remet les figues, encore une demi-heure à peu près. La même chose. En plusieurs bains, comme un confisage traditionnel. Tout à fait. Et il en faut combien de ces bains alors? On peut faire à partir de 2, mais en général c'est 3. Mais on peut aller au-delà. Alors du coup, pour faire notre clafoutis, il va falloir qu'on fasse les 3 bains de figues? Oui, les 3 cuissons. D'accord, ok. Donc vous avez prévu une chambre pour moi? Non, on a prévu déjà à l'avance, donc on a préparé, on a fait 3 cuissons. Vous avez prévu des figues à l'avance, ça m'arrange. Pour gagner du temps, évidemment. Donc on a fait notre confit de figon qui est déjà prêt. D'accord. Donc là, il y a 3 jours de cuisson. Oui. Vous êtes avancé là un petit peu. Il y a des œufs, c'est ça? Alors il y a les œufs, le sucre, un moule à manquer, beurré, dans lequel vous mettez vos figons. Le pécou vers le haut, le pécou vers le bas? Vers le haut. Vers le haut, parce que on va démouler, on va le démouler à l'envers. Le pécou vers le haut. Je mets tout, je couvre toute la surface? Oui, tout le fond du plat. Des petits, des grands. J'imagine qu'on met moins de sucre dans l'appareil à clafoutis alors, parce que ça c'est quand même assez sucré par rapport à une figue fraîche. Oui, c'est très sucré, oui. Alors qu'est-ce que vous mettez dedans? 6 œufs, 120 g de sucre. D'accord. Alors que Monique blanchit ses œufs, je l'aide en ajoutant la farine. 150 g et aussi 30 centilitres de crème fraîche, autant de lait, une pincée de sel. On doit obtenir une texture assez liquide, comme pour un flan. Enfin, le tout est parfumé d'une gousse de vanille.
on verse sur nos figons confits. Voilà, ça, hein? vous versez donc sur les... Doucement, pour pas les déplacer. Oh, ça s'annonce très bien quand même. Hein. Hop là. Alors récapitulons, pour ce clafoutis qui cuit 40 minutes à 200 degrés, Monique utilise 500 g de figons confits avec l'aide de sa fille Nathalie, 120 g de sucre, 6 œufs, 150 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 30 centilitres de lait, 30 centilitres de crème fraîche et une pointe de sel. Mais ce gâteau, gardons-le pour notre banquet qui approche et pour le moment, je suis bien curieuse de goûter les figons confits accompagnés de fromage de chèvre, une façon traditionnelle de les déguster dans la région. Ça, ce sont les petits fromages de Julien Bertha que vous connaissez? Non, on en a entendu parler. C'est Eh à ben, Tarado, vous- c'est ça? Ouais, exactement. Vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Le pinceau rond, hein, je le fais pour vous. hein. Oui, Mhm. bien volontiers. Je vous remercie. Hop. Allez-y, servez-vous. Chacun son poste. C'est délicieux, hein? Ah oui, c'est délicieux. C'est merveilleux. Ils sont très bons, ces fromages. Là, on est vraiment dans la région, là. Alors, les figons de Monique, est-ce qu'ils ont une caractéristique particulière? Est-ce que... C'est très bon. Moi, je vais organiser un banquet dans les vignes, justement. Donc, ce sera sûrement associé à du blanc, du rouge ou du rosé. Et j'aimerais bien que vous soyez présente et que vous puissiez nous apporter le fameux clafoutis. C'est possible? Mais Ah oui, oui, avec tout à plaisir. fait, oui, Eh avec ben, plaisir, super. oui, oui. Je crois que ça va faire des gourmands, des heureux. En attendant les festivités, je vous propose une dernière halte dans l'exploitation de Julien dont nous venons de dévorer les fromages. Du haut de ses 33 ans, il a repris l'exploitation familiale du côté de Tarado et gère de main de maître un cheptel de 80 chèvres et 4 vaches, tout en produisant une vingtaine de fromages différents élaborés selon les recettes de sa maman. Il les revend ensuite sur les marchés, notamment celui de l'Orgue. Allez, biquette, allez. Donc voilà, on a des chèvres, la race, c'est les alpines chamoisées. C'est une race qui descend du chamois, hein, son nom. C'est des chèvres assez rustiques qui nous donnent du bon lait. C'est une race assez répandue en France. C'était le choix de mon père, parce que moi je reprends la suite de l'exploitation. J'étais jardinier et à un moment mon père avait personne pour travailler. Donc j'ai dit je t'aide et puis le temps que tu retrouves quelqu'un et puis voilà. Je suis toujours là. Même jardinier petit, j'ai toujours dit je ferai jamais ça. C'est un boulot, c'est tellement prenant mais au final voilà, j'ai des animaux sympas. C'est un peu mes enfants aussi. Allez. La traite touchant à sa fin, comme chaque jour, Julien part du côté de l'atelier de fabrication pour transformer le lait parfumé de ses biquettes. Le fromage, c'est un produit vivant. Hein. C'est très technique. Et comme c'est du fromage fermier et pas du fromage pasteurisé, tout compte. Le temps, l'humidité dehors, s'il pleut, s'il y a du vent, avec les changements de température, ça joue énormément sur le lait. Et là, ces fromages-là, on va les laisser tranquilles, on va les laisser se reposer 24 heures. Et tout va s'égoutter. Le soir, je vais les saler. Le lendemain, on va les démouler, les ressaler de l'autre côté et on va les poser sur grille pour finalement aller au séchoir et sécher un peu et après à l'affinage. Et justement, en parlant d'affinage, suivons Julien du côté de la salle des pâtes molles. Les fromages, il faut les retourner tous les jours pour que la croûte se fasse. Voilà. Et ça, c'est tous les fromages. Donc il y a des fromages de chèvre, comme une sorte de reblochon qu'on appelle le chevroton. Voilà, et ce qu'on peut voir aussi en fromage fermier, c'est qu'on a le droit encore de travailler sur du bois. Et ce qui permet d'avoir toutes les moisissures, tous les micro-organismes qu'on a besoin pour faire une jolie croûte au fromage. Tout est déjà dans le bois. Ça évite d'aller acheter des ferments du commerce ou quoi que ce soit pour toujours réensemencer nos fromages. Pour les pâtes pressées et les pâtes dures, il faudra repasser plus tard. Julien doit pour le moment sortir son troupeau de chèvres, non sans peine parfois. Allez, biquette, allez. Avec les chèvres, ça se passe jamais comme on veut. Allez. C'est important qu'on sorte les chèvres parce qu'elles peuvent manger dehors. Il y a plein de belles choses à manger. On est en Provence, hein. Il y a du cad, du ciste, du thym, du romarin. Et pour le goût du fromage, c'est très important. Pour le bien-être des animaux, c'est très important.
Voilà, elles sont bien, on est dans la nature, c'est un moment privilégié. Ça permet de se poser dans la journée. Allez, 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 les biquettes, allez, 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 hop, 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 hop. Nous avons nos 3 recettes, on s'est fait des copains. Je peux dire que je me suis régalée. Hein. Tout le monde est ultra sympa ici, il fait beau. Bref, tous les voyants sont au vert pour un banquet d'anthologie. En plus, au cœur des vignes et pas n'importe quelle vigne. Puisque comme promis, c'est dans le domaine de Jean-Louis que nous nous retrouvons tous pour célébrer en plein air les spécialités varoises. Holly came from Miami, Italy. Hitchhiker across the USA. Je t'ai tout préparé et tes amis et toi. Moi, quel honneur d'être ici. Maintenant, à table. Et en plus, dîner sur l'herbe. Oh là là, avec la poterie de Salerne que je reconnais. Magnifique. Au milieu des vignes. vignes. Au milieu des vignes. Le ciel Et les de oliviers Provence. quand même qui nous rappellent. Oui, là on arrive à faire 500 litres d'huile d'olive. Et l'huile d'olive de Provence. Bonjour c'est les vraiment- amis. Hugo, notre maraîcher spécialiste des tomates, Béatrice, venue avec son pistou et son mari Jean-Damien, qui pour l'occasion prête main forte. Et aussi Nathalie et sa maman Monique. On va pouvoir le goûter, ce clafoutis au figon. Ah, magnifique, je la vois enfin démoulée. C'est lourd, Ce c'est clafoutis lourd. superbe. Bonjour. Merci Monique. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais j'ai l'impression que Jean-Louis, il est On se connaît connu un peu, comme on le se loup connaît blanc tous dans la de région. vue un peu. Oh là 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 là, mon Dieu, c'est spectaculaire. Je te fais un Et bisou. Julien, notre producteur de fromage, qui comme promis est des nôtres, Jackie chargé de sa daube de sanglier, Stéphane, l'autre maraîcher rencontré sur le marché, et Sébastien, notre potier, qui a mis ses créations à l'honneur sur notre table, venu avec sa maman, Suzy. Et bonjour Suzy. Oui. Attention, chaud devant, la soupe au pistou arrive, le rosé est ouvert. Les hostilités sont lancées. Bon, attends, moi je me mets là, je vais vous servir. Hop. Installez-vous les amis, installez-vous où vous voulez. Petite bouche, pardon, moi je ne sais pas faire petit. Bel accueil. Santé. Santé. Béatrice, Oui. c'est la meilleure soupe que tu aies jamais faite. Merci. Elle est bonne et c'est vrai que le parmesan apporte quelque chose. Une petite note. Tout le monde l'a fait à la table ici, la soupe au pistou? Là-bas, c'est le pistou. Moi je l'ai fait. Jackie l'a fait. Oui, oui, moi je l'ai fait aussi. Donc on va dire plutôt l'ancienne génération, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si les jeunes ne la font pas, il y a un moment, elle va disparaître, les enfants. Vont vous prendre par la main. Tu sais que toi, tu vends des légumes, tu as intérêt à ce qu'elle perdure. Oui, c'est vrai, ouais. Transmettre. Ah, je sens qu'il y a un client pour une deuxième assiette. Ah, c'est bon, c'est incroyable. Jean-Louis, Ah, c'est bon. les assiettes, alors évidemment, c'est vous, Suzy et Sébastien. C'est les nôtres. Ça, c'est les techniques traditionnelles de faïence, terre vernissée, qu'on retrouve dans toute la région méditerranéenne. Hein. Les terres rouges, c'est vraiment typique C'est vraiment de toute la région méditerranéenne. Ouais. Tu as quoi comme surface? Et nos plats de fête s'enchaînent, puisque Jackie déjà apporte sa daube, un plat qui fait parler. J'ai remarqué que c'est quand même un vrai sujet, le sanglier, ici. Hein. Qu'on le chasse, qu'on le cuisine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde en parle. Mais il y a une prolifération du sanglier. Ah oui, énorme. Mais comment on explique ça? Ça, c'est qu'avant, les portées, le sanglier, le vrai d'origine, il avait une portée avec 3-4 petits, 5, 6. Maintenant, il y en a 2 par an et c'est 10-12. Ouais, en fait, finalement, c'est pas du tout un plaisir pour vous de manger du sanglier. Vous n'en pouvez plus du sanglier, c'est ça? C'est une revanche. Ouais, mais alors, non, le Cuisiné sanglier, par non, mais le Jackie. sanglier, quand il est cuisiné comme ça, Cuisiné par ça n'a Jackie, rien la à voir, différence. rien à voir, rien à voir. Vous me gardez une petite place pour le fromage, mais je vais quand même en prendre un peu. Allez hop. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Voilà, faites-vous plaisir. Alors- Ça, c'est une michette. C'est ma maman qui a donné le nom et qui a créé ce fromage. Et on fait ça dans un torchon. on peut Et c'est voir. une recette particulière, du coup, ça donne un fromage très fin en bouche et très doux. Le fromage, pour bien le couper, il ne faut pas laisser la croûte au dernier. Ah oui, forcément. Et pour agrémenter ce généreux plateau de fromage, Nathalie a rapporté ses divines figues confites. Mais dis-moi, blanc, figue et fromage, ça, c'est vrai que ça a bien marché. Ça. On n'est pas dans le sud, je ne connais pas. Et Jean-Louis, finalement, cette propriété en Provence, c'était un rêve? Tu voulais avoir des vignes en Provence ou c'est venu par hasard? Non, je voulais avoir un vrai métier, je voulais devenir vigneron. Un vrai Donc métier? je l'ai préparé, c'est un vrai métier. Parce qu'avant, tu n'avais pas un vrai métier? Non, j'avais une fonction, tu sais, Ah, dans je comprends, les hiérarchies. une fonction, mais pas un métier. Ouais, alors maraîcher, c'est un métier. Fromager, c'est un métier.
Potier, c'est un métier. Et vigneron, c'est un métier extraordinaire. Regardez ça, aujourd'hui, on partage tout. Ça, Julie, on doit te remercier parce qu'en fait, c'est grâce à toi. Hein. Ça fait plaisir. J'ai pas l'impression d'être pour grand-chose, mais ça me fait plaisir. Si, là, tu es pour beaucoup. Moi, je suis mangeuse professionnelle, c'est un sacré métier. Dans la Et justement, Monique me prend au mot. On commence à avoir Monique, bravo, je vois enfin le clafoutis retourné. Voilà, Monique a fait le clafoutis, elle aura la plus grosse part. Ils sont pas très C'est très bon, Monique. C'est très bon, oui. C'est bon, hein? C'est délicieux. Mais là, vous nous avez offert un repas au sommet, là. Hein. C'est-à-dire que le minot, je le comprends. Le repas tire à sa fin, le voyage aussi. Il va falloir remonter vers la capitale, à regret évidemment. J'espère que vous avez apprécié comme moi ce voyage, tellement riche en découvertes, en sensations, en partage, en amitié, en gourmandise surtout. Moi je repars avec plein de recettes que vous allez essayer de faire, j'espère. Je vais les mettre à profit aussi, soyez là pour la prochaine. Et puis souvenez-vous de ce mot de Frédéric Mistral, le grand poète provençal. Quand le bon Dieu vient à douter du monde, il se rappelle qu'il a créé la Provence.